Le monstre Nessie habiterait réellement dans les eaux troubles du Loch Ness? C'est la question à laquelle ont tenté de répondre des chercheurs, mais aussi des passionnés lors d'une grande exploration du lac écossais ce week-end. On en discute avec Cybèle Olivier, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Allô, Cybèle? Allô, Marie? Moi, là, je suis une passionnée, Cybèle, des histoires de monstres comme ça et du Loch Ness. Je suis allée en Écosse il y a quelques années, puis j'ai fait le détour, un peu tata de touriste, tu me diras, mais il y a quelque chose de... C'est vraiment fort quand... J'étais là, ben non, c'est sûr que je ferais pas ça. Puis quand tu arrives là-bas, c'est une légende qui est ultra forte. Mais t'as le goût que ce soit vrai. Ben, un peu, là. Mais eux, ça fait longtemps qu'ils ont envie que ce soit vrai. Puis justement, ça faisait mais ça a l'air vrai. Sérieusement, ben quand on discute avec des Écossais, complètement. On y croit, là. On y croit. Vraiment. Puis là, c'est ça, ils se sont organisés, en fait, pour la plus grande chasse à Nessie, au monstre du Loch Ness, la plus grande en 50 ans. Et là, ils ont sorti des grands moyens. Ils sont allés avec la technologie pour essayer d'aller chercher Nessie. Il y avait des drones qui avaient des scanners thermiques. Il y avait des bateaux avec des caméras infrarouges, des hydrophones qui permettent en fait de calculer s'il y a des bruits. Peut-être. Ben ça, c'est vraiment au niveau des bruits. Fait que savoir est-ce que Nessie pourrait crier ou faire des sons comme un animal marin, par exemple, et est-ce qu'on pourrait les entendre? Bref, ils ont déployé le gros arsenal cette fin de semaine. Vraiment, là. Oui, mais c'est spécial parce qu'on le sait que c'est pour le spectacle. Ben, c'est pour entretenir le mythe, genre. Oui, mais donc, c'est une équipe bénévole qui ont fait ça. Puis là, bon, je laisse tomber le suspense tout de suite. Ben, ils l'ont pas trouvé. Mais moi, je sais que Nessie est plus forte que ça, là. Tu sais, penses-tu que c'est amateur de penser qu'ils vont la trouver avec des écosystèmes, blablabla, et tout. C'est vieux, ça, Nessie. C'est vieux, tu sais. En faisant mes recherches, je me rendais compte que c'était beaucoup plus vieux que le fameux cliché, en fait, du médecin qui avait été pris, là, au début des années 30. Les premières traces, ça remonte à 565 après Jésus-Christ, donc très tard. Il y avait un missionnaire qui était donc arrivé sur place, qui avait dit avoir vu donc ce monstre-là. Il avait envoyé des gens aller voir si c'était vrai. Finalement, il l'avait pas trouvé, donc c'est parti de là. Puis ensuite, il y a un médecin anglais, Robert Wilson, qui avait pris une photo, qui avait été republiée dans le Daily Mail ensuite. Et là, on se disait, bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une vraie photo? Mais finalement, ce monsieur-là, sur son lit de mort, a dit que c'était un canular, qui avait en fait installé une tête par-dessus un sous-marin. Donc, tu sais, on se dit... Comment ça se fait qu'encore les gens ont envie d'aller découvrir des monstres et des histoires, même si quelqu'un leur a dit que c'était pas vrai? Peut-être que le mythe est trop fort, peut-être que la légende est trop bien placée, mais bref, là, tu sais, c'est assez fou de se dire que le monde ont décidé de continuer là-dedans. Je pense que c'est comme les licornes. Il y a quelque part où c'est magique, je sais pas, ça fait du bien des fois de croire un peu à des affaires surnaturelles. Ben oui, vraiment. Puis tu sais, il y a eu des explications quand même scientifiques après. Certains scientifiques se sont prononcés sur qu'est-ce qui aurait pu expliquer les autres apparitions de Nessie, parce que ça, c'en était un avec le docteur dans les années 30, mais ensuite, il y a eu plus de 1000 signalisations comme quoi on aurait vu ce monstre-là dans le lac. Mais en fait, il y a des scientifiques qui auraient expliqué qu'en fait, les troncs d'arbres, par exemple, qui remontent à la surface, pourraient parfois être gorgés de gaz. Et donc, quand ils remontent à la surface, étant donné la quantité d'air qui se trouve à l'intérieur, ben, il y a une espèce de déchargement de gaz qui se fait, qui pourrait peut-être rappeler le jet d'une baleine, par exemple, ou une remontée des eaux qui bougent. Donc, quand il fait noir, tout ça, dépendamment de notre état, peut-être on voit des affaires un peu, mais il y en a beaucoup de gens qui ont fait des témoignages, 1100 qui ont été donc répertoriés selon le centre Loch Ness. Et c'est, comme on le disait, quelque chose de touristique qui rapporte beaucoup d'argent. C'est comme les ovnis, là. Je veux dire, combien il y a de gens chaque année qui disent qu'ils ont vu une soucoupe ou une lumière ou quelqu'un débarquer dans leur jardin, là? Ben oui, puis ça nous tient ensemble. Puis là, j'ai parlé du Loch Ness qui concerne, bon, les Écossais, mais il y a nous aussi qui avons tout plein d'histoires au Québec. Puis je parle pas juste de la chasse-galerie. Je parle de plein d'autres histoires, qu'il y a des légendes, il y a des monstres. Nous, on a notre monstre de lac aussi, entre autres, le lac, le monstre Memphrey, du lac Memphremagog. Ça qui est une histoire qui date des Autochtones qui avaient parlé aux colons dans leurs arrivées ici, puis qui disaient attention, il y a un anaconda géant qui vit dans ce lac-là. Allez pas vous baigner, qui s'est finalement transformé en le monstre du lac Memphremagog. Puis je vous en nomme quelques autres. Il y a le Wendigo qui est comme un monstre cannibale qui s'attaque aux personnes seules, aux personnes vulnérables. Il y avait un gnome de l'île aux grues, le Gougou, qui était comme une grosse ogresse terrible qui vivait
sur une île dans la baie des Chaleurs. Donc, il y en a plein comme ça, des mythes qu'on fait vivre. Et j'en ai parlé avec un pro des mythes, c'est Brian Perrault, qu'on connaît bien, notamment pour Amos d'Aragon. Lui, il a écrit aussi un livre sur les créatures fantastiques du Québec. Fait que j'ai jasé un peu de monstres avec lui, puis il m'expliquait qu'il y en a beaucoup des histoires qui existent. Lui en avait répertorié une cinquantaine en particulier. Je vous en ai nommé quelques-uns qui le Une cinquantaine seulement du Québec? Une cinquantaine seulement du Québec dans son livre. Donc, on se dit à la grandeur du Canada, de l'Amérique du Nord, il y en a tout plein. Mais il me disait qu'il y en a beaucoup plus de ça, des histoires. C'est juste qu'il s'en est... il s'est restreint à ça parce que, bien sûr, il y en a beaucoup. Il me parlait, entre autres, de la légende des arbres qui saignent en Abitibi, qui viendrait d'une légende d'un bûcheron qui aimait bien faire mal aux arbres en donnant des coups de hache un peu partout. Puis qu'une fois, il se serait fait attaquer par les arbres, finalement, qui se serait fait étrangler par des arbres, qui ensuite ont commencé à déverser une espèce de liquide rouge épais similaire au sang. Donc, on dirait qu'il faudrait pas s'attaquer aux forêts parce que certains types de forêts peuvent donc nous saigner dessus. Ce genre de contes-là qui sont plutôt difficiles à croire, mais lui, sa préférée, c'est celle du loup-garou. Il me disait que c'est pas la plus intéressante, la plus poétique, mais c'est celle qui lui rappelle le plus l'homme, en fait, qui est comme l'animal qui habite en dedans de chacun de nous, puis qui sort au moment opportun pour aller un peu faire le mal, le mal qui est un peu notre façon comme humain, parfois, de peut-être de faire sortir le méchant, carrément. Donc, lui aime de faire ce lien-là, en fait, entre les contes et les légendes. Et pourquoi il faut s'intéresser aux monstres, Marie? T'sais, pourquoi c'est important d'en parler? Ben, c'est une façon de faire vivre nos histoires au Québec, de faire vivre nos racines, notre culture, mais aussi une façon de prendre le temps. Alors, je vous laisse écouter Brian Perrault là-dessus. Il y a un monstre aussi dans la rivière Saint-Maurice, près de chez moi. Puis parfois, je passe là, où il était aperçu, là, près de Grande-Pile, Saint-Jean-des-Piles. Puis je m'arrête, puis je regarde la rivière, puis je me dis, OK, il y a le monstre, et puis tout ça. Mais ça m'oblige à m'arrêter, à regarder la rivière, à apprécier le lieu. Puis je me dis, si je le vois, ça va être le fun, mais évidemment, je le vois jamais. Mais au moins, ce temps-là que je prends, c'est un temps qu'on prend pour admirer la beauté de notre monde. Je trouvais ça beau qu'il dise ça parce que c'est vrai que ça nous rappelle de prendre le temps puis de se poser la question, d'espérer de le voir. Puis ce qui m'expliquait aussi, c'est qu'à travers le monde, tout le monde a cette façon de faire là. Tout le monde a cette façon de faire là avec les créatures d'ici, d'ailleurs. J'allais te dire, si tu me permets, Sybelle, si je peux te raconter une anecdote de jeunesse, puis parce que tu dis que c'est une façon de faire découvrir la culture, la tradition orale. Quand je devais avoir 10 ou 11 ans, puis j'étais allée, mes parents nous avaient amenés en France avec mes sœurs, puis moi j'avais eu le droit, parce que comme j'étais la plus vieille, de faire c'était comme une activité qui était organisée dans le camping où on était, c'était la chasse au dahu. OK. Puis là, écoute, ils nous avaient embarqués, là, mais moi, là, j'y croyais dur comme fer. Là. C'est un des trucs les plus fantastiques que j'ai fait de ma vie. Donc, on partait, là, on était comme une dizaine d'enfants le soir, là, à 8 heures le soir. Puis là, on partait avec notre sac de jute, genre. Puis là, ils nous expliquaient que le dahu, c'est un animal que tu vois juste la nuit. Puis là, le dahu, il y a des pattes, il y a des pattes qui sont pas de la même longueur. Mais contrairement à une hyène, c'est pas les pattes de devant qui sont plus courtes, c'est les pattes de côté. Donc, ce qui était super important, c'est que quand on le voyait, il fallait absolument qu'on l'amène dans une pente. Écoute, je me rappelle comme si c'était hier. Il fallait qu'on l'amène dans une pente puis qu'on l'amène à être de côté, puis là, il allait débouler, puis on allait pouvoir l'attraper. Pas égales. Ouais, puis il y en avait juste un, il fallait vraiment l'attraper parce que là, il commençait à manger, je sais pas, les poules. Je sais pas ce qu'il nous avait raconté, mais en tout cas, il fallait l'attraper. Donc, on partait avec la chasse au dahu. Puis là, il nous avait laissé, c'était comme un petit chemin. Mais ce qu'on savait pas, c'est que le chemin, c'était comme une boucle. Donc, il nous laissait les enfants comme 2 par 2. Puis là, ils nous laissaient là, puis là, on les entendait de temps en temps, ils faisaient « Dahu ». C'était le cri du dahu, donc là, on était sûr qu'ils s'en venaient, tu sais. Puis ils nous ont laissé ça pendant 1 heure, tu sais, à attendre avec notre sac puis notre petit bâton. Mais finalement, eux, ils étaient retournés là, au camp, là, parce qu'en plus de ça faisait une boucle, puis ils attendaient. Puis là, écoute, je vais m'en rappeler toute ma vie. C'était comme tellement extraordinaire. Puis dans ma tête, cet animal-là, genre, il existe encore, mais c'était la tradition. Je pense que c'était dans le nord de la France, si je me souviens bien, là. Puis c'était leur animal, puis ils le faisaient connaître comme ça. Ouais. Puis je trouvais ça formidable. Mais moi, je suis une passionnée. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui a amené ma passion des êtres surnaturels et des légendes. Et j'ai envie de le raconter après. Je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant. Tout à fait. Puis c'est fascinant pour tout le monde à travers la Terre. Particulièrement les lutins, par exemple, qui sont une créature qu'on retrouve partout, un peu comme les diables ou les différents diables, mais les lutins en particulier. Puis c'est ce que Brian Perrault m'expliquait, c'est que les cultures sont liées, entre elles par territoire, mais aussi de façon comme internationale. Donc là-dessus, il nous explique un petit peu comment ça s'appelle ce phénomène-là, particulièrement envers les lutins puis les petites créatures.
créés dans notre imaginaire également par nos racines culturelles de différents peuples qui ont vu chez nous ce qu'ils voyaient aussi chez eux, mais de façon différente, puis qui l'expliquent de façon différente. Puis c'est le fun de constater ces différences-là parce que, tu sais, dans le monde, par exemple, si on parle des lutins, il y a des lutins partout dans le monde. Tu sais, dans tous les pays, il y a des lutins. Fait que ça, la question qu'on se pose, est-ce que ça veut dire que les lutins existent? Non, c'est un grand principe qui s'appelle la gullivérisation. Tous les êtres humains prennent leur peur et leurs fantasmes et les réduisent dans une toute petite créature facilement contrôlable. Donc, le même principe existe chez nous. T'sais. Donc, le lutin québécois, le farfadet, le gnome, le corrigan, mais ils sont tous liés, à quelque part, par la vision de l'être humain. Gullivérisation, un terme que M. Perrault, que M. Perrault m'a appris. Donc, tu sais, même si les romans sont moins populaires maintenant, je me suis demandé justement, tu sais, moi, c'est mes grands-parents, mes parents qui me racontaient des légendes, des histoires de pêcheurs. Moi, qu'est-ce que je vais avoir comme légende à raconter si c'est pas celle que mes parents m'ont transmise? C'est pas celle nécessairement que je vais avoir explorée dans les romans ou qu'à l'école, on va m'avoir raconté. Mais aujourd'hui, c'est plutôt dans les films qu'on va voir ça se répertorier d'une façon différente, qui est une nouvelle manière, en fait, de se transmettre des contes entre nous, je veux dire. Puis donc les histoires continuent à vivre quand même selon lui, et c'est pas parce qu'on va évoluer avec les technologies, avec la science, qu'on n'aura plus d'histoires comme ça et de contes à se transmettre, que ce soit les vieux qui se transforment ou bien que ce soit complètement des nouveaux, il y en a encore. Lui me parlait notamment de façon pas près dans les dernières années, mais quand même les contes urbains avec les espèces de crocodiles dans les métros de New York, ce genre de choses-là. Moi, je l'ai fait autour je suis tellement contente que tu me parles de ça parce que honnêtement, ça me rejoint vraiment. Mais tu vois, il y a un très beau livre, là, puis là, je m'excuse, je me rappelle pas il doit en avoir plusieurs, mais qui s'appelle Contes et légendes du Québec, justement. Puis depuis que, tu sais, ma fille, ses amis sont petits, quand on va dans un chalet, quand on a l'occasion chez mes parents, ou tu sais, on est sur le bord d'un feu, là, je fais exprès de leur raconter des légendes, tu sais, à voix basse, ça leur fait toute peur, ils ont tous été traumatisés de ça, mais il y a quelque chose de tellement fascinant. Tu sais, c'est ça, on connaît bien la chasse-galerie, mais il y en a d'autres qui sont, des fois, on part à la chasse nous, on appelait ça les fées quand ils étaient petits, mais c'était des lucioles, évidemment, là. Mais ça, ils ont le goût, là, d'y croire avec leur filet, puis d'aller chercher des fées, puis des fois, on cherche des lutins aussi, effectivement. C'est ça. Là, ils sont rendus trop grandes, là. Mais, tu sais, entre 5 et 10 ans, ça marchait bien, là, de dire, là, ils sont de l'autre bord de l'arbre, puis il faut y aller doucement, il faut pas faire de bruit, il faut parler vraiment pas fort pour les trouver. C'est ça, c'est... Mais ça vient l'imaginaire, surtout, puis la différence entre les films qu'on voit, qui sont des images vraiment d'un monstre en particulier qu'on veut retenir, la tradition orale, selon lui, a un petit peu plus de force parce qu'on est obligé de se l'imaginer. On est obligé de le ressentir, vraiment venir l'éveiller en dedans de nous, de se l'imaginer un peu à notre manière, de vouloir trouver le truc qui a bougé dans la forêt. Et ça, le fait qu'on soit mis dans l'action nous-mêmes, ça fait que des fois, c'est plus fort, cette tradition orale. On se fait peur à nous-mêmes, souvent aussi. On se fait peur à nous-mêmes. Donc, c'est là que peut-être les films et tout ça sont moins ancrés au niveau vraiment des légendes qu'on va donner à nos petits-enfants ou ce qu'on va se parler, mais il y a quand même le même genre de monstres qui deviennent très populaires, comme par exemple les vampires, les zombies, puis c'est ce que Brian m'expliquait encore une fois. Tu sais, on a eu une grosse période de vampires. Le vampire, c'est quoi? C'est l'expression du capitalisme dans une créature. Tu sais, après ça, on a eu Occupy Wall Street, puis là, on a eu une vague de zombies. Les zombies, c'est ça. Ce sont ceux qui ont été blessés par le capitalisme qui reviennent nous hanter et qui reviennent reprendre leur place. L'homme, l'être humain, ne fait que cela. Vous pensez à des vieilles histoires, vous dites que ce sont des vieilles histoires. Non. On en crée de nouvelles. J'avais pas vu ça comme ça, moi. Non, moi non plus. Tu sais, quand t'es enfant, c'est pas je vois les vampires puis les zombies d'une autre façon. Moi, c'est la première fois que je l'entendais comme ça, mais bon, tu sais, on a parlé de ceux qui restent et qui voyagent à travers le monde. Il y a Dracula, par exemple. Lui, il me racontait qu'il est allé donc en Transylvanie, et ce conte-là, à quel point il a fait le tour du monde et qu'on en parle, mais ça vient donc d'une légende, d'une communauté, d'une culture. Après ça, il m'expliquait qu'à Prague, en République tchèque, eux ont une histoire fascinante de fantômes. Il dit que toutes les rues, tous les coins de rue, les bâtisses ont chacun leur fantôme et une histoire qui est liée avec elle. Moi, personnellement, je trouve qu'il en manque un peu ici, ou du moins, on m'en a pas assez parlé à mon goût. Puis, je terminerai en disant aussi que si c'est le genre de choses qui vous intéresse, il y a un nouveau film qui est sorti sur Netflix le 18 août dernier. C'est sur le film, en fait, c'est sur la légende du roi des singes, qui est l'une des légendes les plus connues de la mythologie chinoise. C'est Sun Wukong. Là, il y a un animé qui est sorti. Puis ça, c'est une façon pour les jeunes de toutes les cultures de découvrir une légende qui a façonné un peuple millénaire comme
ça. Donc, tu sais, la boucle tourne, la roue tourne plutôt, puis finalement, on revient avec nos enfants maintenant qui vont voir d'autres types de légendes de façon animée et qui vont peut-être transmettre des contes, mais c'est une façon de les initier à ça. Donc, si ça vous intéresse, Le Roi Singe sur Netflix. Mais sinon, on en a tout plein de contes et légendes aussi. Alors, allez donc vous raconter une petite histoire ce soir. Cybèle Olivier, journaliste à la recherche chez Cube Radio, merci beaucoup. Merci, Marie. Confidence d'animateur, une révélation.